J'ai toujours rêvé de le faire depuis que je suis petite. Déjà, j'étais en 5e primaire, j'ai rédigé une sorte de lettre à mon père en disant que je dois être journaliste. Je le voyais déjà à la télévision, sur France 24, je voyais comment les journalistes s'exprimaient, tout ça. Ça m'a vraiment impressionnée, donc ça m'a vraiment poussée à le faire en fait. Déjà, je suis en L1 communication, je veux devenir journaliste. Et ce qui m'a poussée à devenir journaliste, si je me souviens bien, j'étais à l'école primaire, enfin, j'ai révisé mes notes pour les examens. Du coup, je me mettais là sur une table, je révisais à haute voix, c'est comme si je présentais une émission. Donc, depuis ce jour-là, j'ai voulu devenir journaliste. Donc, je pourrais dire, j'aime être vue, genre à la caméra, que les gens m'entendent. C'est un peu ça. J'aime bien parler, j'aime bien m'adresser au monde. C'est ça, c'est ce que j'aime vraiment. C'est ce que là, donc c'est inné. Moi, je vais accomplir mon rêve. Donc, quelque chose que j'ai rêvé depuis l'enfance. Je serai journaliste et je vais faire mes études supérieures à l'IFASIC. Voilà. C'est un métier plutôt passionnant qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de concentration. Bon, c'est un beau métier. Depuis mes 4 ans, mes parents le savent, tout le monde, je me disais que je serais une journaliste. Et je suivais toujours le journal de 19h à la RTNC. Tous les jours avec mon père, avec ma mère. Et quand mon père est parti, je commençais à suivre ça avec ma mère. Déjà que ma mère, elle n'était pas trop journal, mais elle a commencé à le suivre avec moi parce que je ne sais pas comment c'est venu, c'est comme ça. Et j'ai choisi de faire la littéraire pour ça. Tout ce que je faisais était orienté à faire ça parce que pour moi, le journalisme, c'est une passion. J'ai fait l'IFASIC, j'ai fait certaines formations seulement pour être journaliste. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir ce poste ici à ma chaîne de télévision. Vraiment, pour moi, c'est une passion, j'aime faire ça. Et je trouve jusqu'à aujourd'hui que c'est un métier noble. Dans un pays majoritairement peuplé de femmes, il est inconcevable d'observer que la gente féminine peine encore à gravir les échelons de la société dans plusieurs domaines, y compris celui du journalisme. Au vu du nombre de filles inscrites dans les universités et instituts, une question nous taraude. Pourquoi ne retrouve-t-on pas toutes ces filles diplômées dans les chaînes et médias de la place? Pourquoi une telle perdition? À l'ISTI IFASIC, nous, quand nous y sommes entrés, les garçons étaient les plus nombreux et il y avait moins de filles. Mais maintenant, les filles sont les plus nombreuses, mais dans la pratique professionnelle, on n'en rencontre pas autant qu'on l'espérait au regard des statistiques d'étudiants qui s'inscrivent dans les institutions qui forment les journalistes. C'est tout simplement à cause justement de cette violence sexiste vis-à-vis de la femme qui décourage beaucoup et qui n'ont pas suffisamment de force pour pouvoir continuer et qui baissent les bras. Certaines filles choisissent la communication et le journalisme pour l'exposition à la célébrité qu'elles peuvent en tirer, sans pour autant s'efforcer de maîtriser le métier, ce qui est plus souvent contre-productif durant leur carrière pour toutes celles qui s'y aventurent. Au demeurant, je pouvais dire toujours qu'on commence quelque chose avec but, avec objectif. Quand on sait ce qu'on veut être, on se concentre sur la chose. Et quand on aime la chose, on va débiter et puis chercher à les finir. Mais quand c'est par sentiment que tu fais quelque chose, je ne crois pas qu'on finit quelque chose. On ne fait pas quelque chose par sentiment parce que tu ne les finiras pas. Et donc, il vient à la fac seulement pour montrer qu'ils étudient en fait. Et pourtant, je ne le fais pas. Ils ne s'impliquent pas à fond, genre ils prennent pas leurs études au sérieux en fait, c'est pour ça en fait. Les filles ne veulent pas s'appliquer. Les filles exposent plus leur corps que leur tête. Quand ils parlent là-bas, au lieu d'étudier, elles passent leur temps dans des ngandas, dans des bars, courir derrière les hommes mariés, courir des hommes qui ont des voitures, au lieu de bien étudier. Quand ils viennent devant la réalité, elles n'arrivent plus à s'appliquer. Et alors ça donne ça, on a moins de filles que des garçons à la télé. On sent tout de suite que l'esprit, c'est me faire voir, me faire admirer, malheureusement, mais si bien qu'elles assistent à peine aux cours. Donc, à un moment, les b.a.-ba journalistiques passent de côté ou est relégué au dernier rang, mais les filles sont là. Belles, présentables. Oui, on en a besoin. Il faut être présentable parce que la séduction est une chose aussi dans les médias. Une belle prestance attire un public, ça attaque bien. Mais après, il faut un contenu. On est belle pour présenter quoi? C'est là maintenant que commencent les problèmes. Et du coup, la belle présentatrice qui est arrivée,
qui peut-être parle son bon français, comme on dit, un français de long séjour, parce qu'elle apprend à parler français, mais on sent que le français qu'elle parle, en fait, elle raconte. Elle ne décrit pas, elle n'est pas dans le style journalistique. C'est différent. Normalement, un bon chef n'a pas besoin de cette présentatrice-là. Il a peut-être besoin de celle qui sera moins présentable, mais avec un bon contenu. Mais les médias s'arrisent. On peut aussi travailler dessus et la personne finira par devenir attrayante, j'allais dire attaquante, parce qu'elle a le contenu qui va avec sa posture. Si elles viennent nombreuses, c'est qu'au départ, il y a un sens de leadership qui rencontre des écueils, ça je veux bien le croire, mais qui pourrait être accompagné pour pouvoir pallier à ces écueils et donner justement une opportunité, une éclosion au métier de ces femmes. Donc c'est vraiment les accompagner. Je reconnais que ce n'est pas simple, hein. Le pays n'offre malheureusement pas beaucoup de conditions attrayantes pour qu'une femme s'implique encore plus qu'hier dans ce métier. Aujourd'hui, les conditions de déplacement, un homme monte très facilement sur une moto pour aller d'un reportage à un autre, chose qu'une femme ne ferait pas. Alors ceci donc a tendance à amoindrir sa productivité, son rendement, qui demain va être vu comme une expérience pas assez convaincante. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles et il faut simplement veiller à ce que les conditions optimales dans tout le pays soient réellement existantes et comme ça on s'en verra mieux positionnée et mieux outillée. Je dis on, je parle de la femme, mais en tout cas la femme sera mieux vue et mieux considérée dans ce travail noble qui est celui du journalisme et de la communication en général. Face à cette perdition, doit-on penser que ces femmes diplômées soient incapables d'affronter le monde du métier avec beaucoup d'indépendance et de rationalité? Ont-elles peur de s'affirmer en tant que telles? Ce sont des femmes autonomes, ce sont des femmes intelligentes, mais seulement aussi il y a un petit souci des prises de conscience parce qu'il y a des directeurs de rédaction qui nous avouent non, nous sommes ouverts avec les femmes, nous leur donnons des postes, mais à leur tour, ce sont des femmes qui donnent beaucoup de raisons. Il y a des raisons ménagères, je suis mariée, j'ai des enfants, mon mari ne veut pas que je sois à 20 heures à l'extérieur, mais c'est ce qui complique la carte chez la femme, c'est ce qui empêche l'épanouissement de la femme des médias lorsque la femme doit se comporter en tant que femme au travail par rapport à l'homme, ça complique. Ça complique, donc c'est-à-dire on verra toujours l'homme sur un point élevé par rapport à la femme parce que l'homme, lorsqu'on lui donne des responsabilités, il n'a pas d'excuses. En RDC, la femme de valeur, digne d'honneur, reste celle qui est épouse et mère. Cela s'affiche clairement dans les aspirations de beaucoup de jeunes filles. Malheureusement, ce statut la met de facto sous l'autorité d'un homme qui, pour le bon fonctionnement du foyer, peut considérablement empiéter sur la passion de celle-ci, lui rappelant ses obligations premières. Peut-on disposer librement de son temps quand on tient la destinée d'un foyer? L'information, elle est périssable. Si tu gardes ta femme journaliste au lit, parce qu'elle ne peut aller au boulot que le lendemain selon tes prévisions à toi, et bien lorsqu'elle arrivera au bureau, elle n'aura plus jamais des scoops. Elle n'aura pas des informations pour être référencée. Ça ne sera pas elle que les gens consulteront pour voir la primeur de l'information. Donc, dans ce cas-là, elle ne pourra pas exceller. On ne parlera pas d'elle en tant que journaliste, en tant que média. Donc, nous courons derrière la primeur de l'information, nous courons derrière l'information et on a l'obligation de faire avec. C'est vrai qu'à un moment, il y a des excès, mais je pense qu'on devrait comprendre les exigences d'un métier. La femme, tout en étant travailleuse, ça ne lui empêche pas de remplir ses devoirs de femme au foyer. Ça ne l'empêche pas. Mais seulement, nous conseillons souvent aux femmes de pouvoir contracter des mariages avec des personnes qui soutiennent leur travail. Vous allez épouser un homme qui ne tolère pas, parce qu'il y a des hommes comme ça. C'est comme ça que ça crée des violences conjugales dans des foyers. Parce que l'homme ne veut pas voir la femme travailler, l'homme est jaloux, il ne veut pas te voir rester avec les hommes. Mais tout ce que nous faisons comme travail
on est tout le temps avec des hommes. On a des collègues masculins, on ne peut pas s'en passer d'eux parce qu'on est condamnés à travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire, nous conseillons aux femmes qui ne sont pas encore mariées de pouvoir faire un bon choix dans l'avenir pour que ces maris-là ne soient pas leur obstacle de leur épanouissement à travers la profession. Donc, moi, par exemple, mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24 heures, bien que je ne suis pas encore mariée, mais je me dis, je suis capable de répondre à toutes les questions de ma rédaction. Il peut y avoir une nouvelle qui tombe brusquement à partir de 3 heures du matin. Mon directeur peut m'appeler. C'est un engagement que j'ai pris. Donc, les femmes doivent comprendre, travailler dans un média, c'est un engagement que vous avez pris. Et vous devrez respecter aussi cet engagement-là. Dans sa relation professionnelle, comme dans toute relation de couple, il faut construire la confiance. Il faut qu'il y ait la confiance dans le couple. Tant qu'il y a la confiance dans le couple, le partenaire ou la partenaire peut dire oh, ben, tout ça, on peut même en rigoler ensemble. Ah ben voilà, tel m'a appelé, voilà ce qu'elle me propose, on rigole. Et ça construit la confiance et ça ne peut pas casser la vie de couple. Dans un couple, les partenaires sont censés se soutenir, s'encourager et promouvoir la passion ou le travail de l'autre. Je me vois mal être interdite par mon époux, si j'en avais un, de me rendre, je sais pas moi, dans une entreprise dirigée par un homme. Je pense qu'on a dépassé cette étape-là. Les femmes sont libérées aujourd'hui. À mon sens, lorsqu'on est compétent, lorsqu'on est soutenu par un homme aimant, amoureux, qui dit amoureux dit confiance, je pense que le doute ne doit pas s'y prêter et la qualité du travail ne devrait pas du tout être affectée au nom d'une quelconque suspicion de quoi que ce soit. Ce qui est programmé par rapport à un contrat ou à salaki, tant à bandi musala, na oboyati. So par rapport à un contrat, ils ont qui prévu que non, ils ont battu moro boye, à cause de déplacement moro na air boye. So azamwa s'il s'agit d'un compagnie na rondima, s'il s'agit na megamuke pour faciliter les tâches na rondima, c'est par rapport à un avant d'année na boye, est-ce qu'il faut na permettre babilo rondengwana ou na permettre c'est un peu ça. En dehors du machisme, de la jalousie et de la crise de confiance, beaucoup de couples rencontrent des problèmes liés à la garde des enfants durant la phase prématernelle. D'autant plus que les moyens font souvent défaut pour se trouver une nounou digne de confiance. Il faut aussi tenir compte du nombre d'enfants que chaque couple choisit d'avoir. Il y a d'autres femmes qui vont accepter laisser les enfants et aller travailler et préférer prendre une nounou. Moi, je préférerais rester là avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils vont grandir, avoir un âge où je pourrais les laisser seuls et moi aller travailler. Si mon mari me proposait ça et que les enfants sont petits, je vais accepter. Pour les enfants, qu'ils aient une bonne éducation, pas l'éducation de nounou et tout. En tout cas, je vais accepter. En tout cas, je ne crois pas. Il y aura sûrement une solution. Lorsqu'on veut quelque chose, on peut facilement l'obtenir. Tout ce qu'on a à faire, c'est genre, comment dire, c'est établir un plan pour comment séparer ton foyer et ton travail. Tu seras établir un plan qui te permettra de patienter pendant peut-être au moins 1 an. En tant que mère au foyer, tu tiens ton enfant pendant 1 an. Lorsque l'enfant sera en mesure de marcher correctement, tu auras le temps de continuer ton boulot. Parce que l'enfant, déjà à l'âge d'1 an, il est capable de rester avec quelqu'un d'autre en fait. C'est pour ça en fait. Donc du coup, travailler n'empêche pas comment dire, être mère au foyer n'empêche pas de travailler en fait. Arrêter, c'est comme ne pas vouloir. Il ne peut pas t'obliger. S'il t'aime, il te respecte, il va accepter tes conditions en fait. C'est juste pour ça. Je dois être là pour les surveiller. Il doit avoir mon éducation à moi et non c'est d'autres personnes. C'est ça, donc je serai là pour surveiller les enfants. Après un temps, je vais quitter et puis faire d'autres choses. Il y a aussi des filles là qui travaillent, des femmes là qui travaillent, mais ils prennent soin de leurs enfants, ils leur donnent aussi l'éducation meilleure. Moi, je n'ai pas étudié pour rien, pour rester à la maison avec mon diplôme, ne rien faire. Moi, j'ai étudié pour accomplir mon rêve, travailler et aussi aider mes parents. Bon, déjà, ça dépendra de l'âge des enfants.
Si les enfants sont de... Je prends de 0 à 8 ans au moins. Et s'ils demandent de faire une pause dans ma carrière, ce n'est pas pour arrêter définitivement, mais c'est une pause. Donc je sais que jusqu'à ce que peut-être le fils aîné aura au moins 8 ans et le deuxième 7 ans. C'est déjà un âge où on peut laisser les enfants pendant toute la journée seuls, juste en laissant des principes et le vivre, puis rentrer à la fin, genre le soir. Donc c'est un âge, je peux le faire. Je peux le faire une pause, mais pas arrêter définitivement parce que je n'ai pas étudié pour rien. Pour l'amour des enfants et l'éducation des enfants, d'après moi, je vais accepter de rester veiller sur mes enfants. Personnellement, je dirais non. Parce que mon métier, je peux le réadapter. Je peux très bien réadapter. Je peux être à la maison, travailler. Je peux faire des reportages. Le journalisme, c'est un métier tellement... je peux très bien le manipuler d'une façon ou d'une autre. Moi, ça ne demande pas d'aller au bureau forcément pour travailler. Moi, je peux travailler même à la maison, même dans la rue. D'ailleurs, on a l'habitude de faire. On est en train de tourner ici, on est dans la rue, dehors. Je peux travailler partout. Alors, dire que je dois carrément arrêter, je trouve que ça servira à rien parce que je peux réadapter mon métier. Je peux travailler à la maison, je peux travailler dans mon téléphone. C'est toujours le métier de journalisme. Il y a beaucoup de branches. Je peux ramener des informations, je peux vendre des informations, je peux vendre les images, je peux vendre des interviews. C'est toujours dans le cadre de mon métier. Alors, je pense que si on a ce genre de problème avec mon mari, mon futur mari, on aura à s'ajuster, on aura à s'entendre et à s'aménager ensemble. C'est un peu plus difficile que de notre temps parce que finalement, tout était plus aisé pour nous. Parce qu'à l'époque, nous, on pouvait avoir des cousines, des nièces qui n'étaient peut-être pas à l'école, qui faisaient peut-être la couture ou des métiers comme dactylographe. C'était facile pour elles de rester avec les enfants pendant que nous, on allait au travail. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que tout le monde travaille et même les cousines, les nièces, tout le monde veut gagner sa vie. Donc on ne peut plus maintenant demander à quelqu'un de venir s'occuper de votre enfant. Ça devient vraiment difficile. Bon, mais on peut avoir des nounous, par exemple. Parce que chez nous, nous n'avons pas encore des crèches pour les enfants. Parce que dans d'autres pays, comme les pays développés, il y a des crèches pour bébés. À partir de 3 mois déjà, vous pouvez déposer votre enfant, aller au travail et revenir. Pour les plus ambitieuses, coûte que coûte, même avec les grossesses et les charges familiales, il faut reprendre du service. Cependant, tout n'est pas si facile, compte tenu de certaines réalités vécues, surtout dans les médias audiovisuels. Pratiquement dans le journalisme, on a besoin d'un certain profil. Le profil va aussi avec la physionomie, c'est-à-dire que pour celles qui ont peut-être des grossesses avec des masques très prononcés, et c'est pas évident, ça fait pas joli à la télé. La télé a aussi besoin que le journaliste, le présentateur, celui qui passe, soit aussi télégénique, en plus de la voix qu'elle peut avoir. La prestance compte dans les médias, aujourd'hui avec les nouveaux médias, parce qu'on a même aussi Internet et tout, donc finalement on va dire tout est presque audiovisuel. Maintenant on a cette possibilité, même lorsqu'on parle à la radio, d'être aussi vu au même moment. Donc la prestance compte, ça c'est vrai. Avec peut-être l'effet de grossesse, oui, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément obtenir, encore que ça dépend de l'émission qu'elle présente, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment des présentatrices qu'on a dû mettre un peu de côté parce que la posture ne répondait plus à la personne dont on avait besoin, calquer sur cette personne-là par rapport à cette émission-là. Ça, ce sont des cas, je vais dire quand même isolés, parce que la femme, comme toute femme, a la possibilité, comme dans tout métier aussi, de se faire remplacer. Le congé de maternité n'est pas exclu dans le média, donc elle peut se faire remplacer et revenir au moment opportun. Mais attention, on a aussi vu, même sous d'autres cieux, nombreuses ne sont jamais revenues parce que c'est pas toujours évident, hein. La physionomie féminine est telle qu'elle est, donc certaines ont été sveltes, jolies avant l'accouchement, mais après elles ne sont plus revenues. Cette coquette-là, cette belle présentatrice d'antan et la production
n'a plus eu besoin d'elle. Ça, on peut dire que le mariage ou la maternité a constitué un frein peut-être dans leur travail. Oui, on peut se dire oui, mais dans des cas exceptionnels, nombreux avec tout ce qu'il y a comme chirurgie, gymnastique et tout ça sont revenus avec un peu de détermination aussi, parce qu'avec la maternité, il faut quelqu'un pour assurer le reste lorsque la mère doit rentrer travailler, n'est-ce pas? Ça, c'est peut-être le frein du côté féminité. Malgré les atouts significatifs dont sont dotées beaucoup de femmes journalistes, dans la dynamique de groupe, beaucoup d'entre elles peinent encore à s'affranchir et à prendre le lead. Vous imaginez un papier écrit par un homme? L'homme n'a pas besoin de demander à son collègue de dire « Viens, regarde un peu mon texte, est-ce que tu peux corriger ?» Parce qu'il a la confiance en soi. Et la femme a toujours ces manques de confiance. Elle doute de ce qu'elle fait, alors que ce qu'elle fait est bon, mais elle doute. Elle écrit son papier et puis elle appelle « Hey, papa Nani, yakuta la nanu papier Nani ?» Ça ne peut pas se passer comme ça. Et nous travaillons de sorte que la femme quitte ces stades-là. Alors, je dois reconnaître que le magazine, lorsque je travaillais dessus, j'avais deux équipes. J'avais une équipe permanente et une équipe d'appoint. L'équipe d'appoint était constituée de confrères de différents médias d'ailleurs, qui m'apportaient donc leur assistance et leur support. Alors déjà dans cette catégorie-là, je constatais que lorsqu'il s'agissait des confrères, les articles étaient donnés à temps. Quand il s'agissait des consoeurs, j'étais toujours en face d'explications de pourquoi elles n'ont pas pu délivrer à temps. Et c'est des considérations qui étaient d'ordre familial, d'ordre physiologique, d'ordre d'humeur. Et j'avoue que ça n'a pas été si simple, parce qu'en même temps, ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles. Donc quand on avait tendance à s'agacer parce qu'on n'avait pas en temps et en heure les numéros, les articles que nous attendions, c'était les femmes au départ qui étaient le plus offusquées et qui avaient l'impression qu'au finish, elles n'étaient pas si bien traitées que ça. Voilà, après ça rentrait dans plusieurs considérations. Donc quand ça n'arrivait pas à temps, forcément, je n'avais pas non plus envie de pouvoir payer un travail dont la qualité ne me convient pas, parce que la qualité, ce n'est pas simplement dans le fond. La qualité, c'est aussi le temps. C'est comme lorsque vous demandez par exemple à un couturier de vous faire une tenue pour un mariage. Elle est très belle la tenue, mais elle vient 2 semaines après la date prévue. Donc il n'y a plus de mariage. Alors vous direz que cette tenue est belle? Oui, elle est, mais elle n'a pas de qualité parce qu'elle est arrivée après le temps. C'est vrai qu'à l'école, il y a une féminisation de la participation estudiantine. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, et évidemment, même lors des cérémonies de décollation des grades, on voit plus des filles que des garçons. Mais maintenant, lorsqu'on arrive sur le terrain, c'est un peu comme dans beaucoup de métiers au Congo, finalement, les femmes ont tendance à reculer. Mais aussi, c'est parce qu'elles sont moins au poste de décision. Alors, tant qu'elles ne sont pas au poste de décision, il apparaît un peu évident qu'elles soient le moins vues. Parce qu'elles ne décident pas. Ce sont des ouvrières. Dans le monitoring que nous réalisons, je vous dis, dans toutes les rédactions de la presse écrite, aucune femme, je dis aucune femme, occupe un poste de prise de décision, comme directeur de rédaction ou directeur de rédaction adjoint. Mais c'est la raison de mon combat, c'est de conscientiser les femmes que si vous avez des ambitions, vous devrez commencer par accepter des petits postes, de vous préparer à assumer de grands postes plus tard. C'est le plaidoyer que nous sommes en train de mener et ces plaidoyers avaient donné des fruits au niveau de la CP. L'année passée, je crois si pas l'année passée, mais il y a 2 ans, il y a 4 femmes qui ont été élevées au rang de directrices adjointes à l'agence congolaise de presse. Donc c'est déjà un bon pas pour nous, mais on se bat même à la CP, là, à l'agence congolaise de presse. Il n'y a jamais eu une femme comme directrice de rédaction. On se bat pour qu'un jour qu'il y ait une femme qui puisse diriger cette grande rédaction du pays. Vous voyez. Les coutumes et traditions étant fortement enracinées, la femme en Afrique a des cases qu'elle ne sait occuper à cause des fonctions que lui a collées la société, pour qui elle ne peut être que mère ou servante.
Un regard réducteur qui la garde dans des stéréotypes et préjugés à chaque fois qu'elle exprime une quelconque ambition. Ngana minute tofai na bino awa nde tosala émission boye mwasi na nga Riti lelo aza na ndako atie makolo na mesa esika na ye eza na ndako fo avanda nga nde nake eluka nde na bimi boye nayaka oluka nde mpo na ye donc nakondima bariske wana te bovandi boye kuna babengi bovandi boye oyoka o producteur abengi o déjà abengi chez moi ça ne passe pas. Pour nga na kobala journaliste parce que nga nazwaka mwasi aza na bavaleur moko biso mpe toza nango seulement ke na reprochaka kaka bango na eloko moko mwa discipline na mwa bamambo ebele ezalaka te parce que presse eza déjà mosala moko boye eza na bavaleur ebele mais basi na biso bajournaliste il faut base discipliner na mwa badomaine ebele tokotanga te. Oui, nakotanga par exemple na badomaine moko ba relation amoureuse quoi. Topé kozala un peu lâche na moi ba makambo susu c'est pas bon wana penza na apprécier ngote. Les pesanteurs socioculturels impactent le plus négativement la carrière journalistique, la carrière de celle qui a choisi la communication parce que justement, il y a des métiers malheureusement qui sont caricaturés, stigmatisés même. Surtout les métiers, plus ils sont publics, plus ils sont taxés par la société. Je ne pense pas que les stéréotypes soient quelque chose d'inné, qui sortent du néant. Ils naissent parce que on casse les codes de la société pour faire ce que la société pensait être le privilège ou le précaré de l'homme. C'est là où les stéréotypes naissent et c'est dans tous les métiers. On est ici dans notre secteur, le journalisme, bien entendu. Pendant longtemps, c'est un métier qui a été exercé par les hommes et dès lors que la femme a cherché à casser la porte pour entrer dans cette profession, ça naît directement les stéréotypes. Pour un homme, on trouve normal quand c'est une femme, ça casse le code de la société et là, on commence à élaborer un discours qui est pétri dans les préjugés et qui, justement, cherche à casser la femme, une femme qui a décidé de se lancer dans une carrière professionnelle et qui n'a pas suffisamment de courage pourra laisser tomber à l'écoute de ces discours qui est développé par la société et malheureusement aussi par la femme. Hein. Alors, on a dans nos coutumes, normalement, on se dit la femme ne parle pas en public. Ça nous rattrape encore. Elle ne parle pas en public, comme elle ne prêche pas en public et tout. Mais non, cette femme qui sort de cette société et qui doit parler en public, qui doit se présenter en public, parce que c'est ça le journalisme. Si tu ne présentes pas une émission, tu es quand même sur le terrain pour poser des questions. Donc forcément, tu fais face au public. Mais qu'est-ce que tu rencontres en public? C'est tout le monde, sauf rien. Et on sait aussi dans ce tout le monde comment un peu le côté macho de l'homme fonctionne. L'homme, il est dragueur, il est taquin, il fonce, quitte à ce qu'on lui barre la route. Sinon, pour lui, il n'y a pas de limite. Tout ça, c'est notre société. Ce sont les construits de notre société. Mais lorsqu'on a affaire à une fille, une femme comme ça, qui doit venir parler en public, encore que ça parle pas seulement au public, ça parle trop quand les journalistes, ça traite de beaucoup de sujets, ça dérange. Donc tout ça mis ensemble, la société ne l'accepte pas chez la femme. Bon, nayebi basi à TV bazana na mibali mon côté. Moi si à TV à part cop na ya télévision, azasu na cop muso abetaka. Oyo kaka directeur général na bango ya chaîne na bango sika ya salaka. Makangu na ye. Nga sikonde na sabo na lingaka mutuka na nga na bula na nga moko personnel. Na lingaka taxi jaune te. Ça, ce sont des construits de la société et dont souffre aussi la femme. Et la femme journaliste, on se dit, ce ne sont pas des femmes à épouser. Hein? Ce ne sont pas des femmes bien pour la belle famille. N'est-ce pas? Elles sont dévergondées. Elles sont au public. Elles sont maquillées. Elles côtoient tout le monde. Elles fréquentent tous les milieux UP où elles vont rencontrer parfois à huis clos des personnalités. Donc,
tout est possible, même si ce n'est pas permis, mais elle foncerait. Donc, ces construits-là de la société impactent négativement sur la femme. Alors, certaines qui ne peuvent pas tenir ont jeté l'éponge. À cause justement de ce plafond de verre, à cause d'un certain nombre de défis liés à l'environnement sociétal, ça fait que l'avancement de la question de la parité peut être buté à des obstacles. Et donc, si on fait de la discrimination positive en élevant, en accordant plus de responsabilités aux femmes qui sont méritantes. J'incite aux femmes qui sont méritantes, pas tout simplement parce que femmes. Hein, c'est ça justement qui casse même l'avancement de la cause de la femme, parce qu'on peut prendre une femme qui n'a pas de profil, qui n'a pas de compétences, juste parce qu'elle est femme, on la met là, et ça discrédite la cause de la femme dans la question de la parité. Au niveau des femmes elles-mêmes, moi je me dis, elles doivent oublier, lorsqu'elles sont vraiment dans les médias, elles doivent oublier la question de féminité, de voir qu'elles sont féminines, de venir avec des pensées féminines au sein de la rédaction. Pour moi, la plume n'a pas de sexe. Il faut travailler comme son collègue masculin. Je vous donne un exemple. Il y a un moment, il y a 4 ans, à l'agence congolaise de presse, il n'y avait que 2 hommes qui assuraient l'édition de nuit. Au niveau de l'agence, il y a des hommes qui passaient des nuits, des journalistes, pour travailler, assurer les travails de nuit, la rédaction des papiers, des nouvelles qui tombaient chaque nuit. Mais j'étais la seule, une fois au cours d'un conseil de rédaction, je m'étais opposée à ce système. J'avais dit en face du directeur de rédaction de l'époque, M. Longangé, je lui ai dit, mais non, mais comment vous pouvez chaque mois publier une liste contenant que de noms des hommes pour assurer l'édition de la rédaction, la nuit? Oh mais non, mais quelle est cette femme qui va vouloir faire ce travail? J'ai dit, mais non, on doit faire ça. Parce que c'est que les femmes ne comprennent pas, lorsque vous laissez les champs libres aux hommes, c'est-à-dire ils ont aussi raison d'avoir des opportunités. Ils ont aussi raison d'avoir des avantages plus que vous, parce que ces hommes-là iront voir le directeur général pour dire que mais nous passons de nuit ici, on a toujours un salaire de 300 000, en tout cas il faut réajuster notre salaire, mais je vais soutenir ces hommes-là, ils ont raison parce qu'ils passent des nuits à la rédaction, ils travaillent plus que tout le monde. Alors pour ne pas laisser ces champs ouverts à ces hommes, travaillez aussi comme les hommes, parce que nous sommes en train de plaider sur l'égalité des chances, l'égalité des sexes, travaillez autant comme ces hommes-là. Et c'est ces jours-là que la liste a été réaménagée. On a inclus le nom des femmes volontaires, mais tu sais, les femmes sur plus de 30 femmes qu'il y a à la CP, il n'y avait que 3 qui avaient accepté de faire ce travail. Et j'ai été lapidée par les autres femmes. Yo, Luka Kanini, c'est quoi? Mais j'ai dit, mais vous ne voyez pas loin. Lorsque vous voulez réclamer vos droits, il faut être sur le terrain, il faut être sur la bonne voie. Donc, soyez au champ avec les hommes, travaillez au même rang que les hommes, votre plaidoyer va marcher. Mais vous voulez des grades, mais vous ne voulez pas travailler. Je ne veux pas vous encourager à ça. Moi, j'encourage le travail. Soyez sur le terrain et c'est le terrain qui va trancher votre élévation. Est-il cependant facile pour une femme de passer la nuit au bureau quand on connaît les conditions qu'impose ce type d'exercice? Il faut reconnaître que ce n'est pas évident pour une femme journaliste de vivre sa passion de façon libre, de s'exprimer, parce que comme je vous dis, les heures tardives ne sont pas bonnes pour les femmes. Les rencontres avec la gente masculine régulières peuvent aussi être un sujet à débat ou à provocation. Donc voilà, il y a pas mal d'écueils en tant que femme dans ce domaine. Mais bon, aujourd'hui, avec la libéralisation du secteur, avec la maturité que l'on peut avoir les uns et les autres, parce qu'on est tous un peu devenus des hommes modernes avec nos téléphones aujourd'hui, je pense que ça commence à changer un tout petit peu. On demanderait plus à une personne qu'on doit interviewer de nous l'envoyer par WhatsApp, quelle que soit l'heure, plutôt que d'attendre qu'une femme se déplace vers la personne. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des mesures qui commencent à pallier à toutes ces lacunes que les femmes journalistes ont connues il y a quelques années. Il y a encore des discriminations
Aujourd'hui, il y a des hommes qui n'acceptent pas se faire diriger par des femmes. Ça, c'est comme ça. C'est peut-être dû à sa culture, dû au fait qu'il soit homme, il se sent macho. Non, moi, on ne me dirige pas. C'est plutôt moi qui dirige. C'est des choses qu'on retrouve encore. Mais aussi, il y a ce côté attentiste de la femme qui la maintient aussi dans cette posture-là. Le monde est un monde de compétition. On ne peut accéder à certaines sphères que celles qui arrache sa place, qui s'impose en tant que telle. Or, s'imposer dans le journalisme, c'est justement montrer de quoi on est capable. C'est des valeurs un peu comme la lampe, hein. On la mettrait pas sous la table. Une femme qui a ses compétences, qui a des belles propositions, qui a ce leadership en elle, en tout cas, si elle est journaliste, elle sera remarquée. Parce que aussi l'avantage avec le journalisme, c'est que comme c'est un métier qui t'expose au public, même ce public peut te réclamer. C'est tout ça. La presse n'a pas de sexe. Il faut travailler avec les cerveaux. Et c'est les cerveaux qui payent. Lorsque vous êtes intelligent, vous finirez par être qualifié quelque part et avoir un salaire permanent. Il faut se battre. Là, c'est aussi un travail de la société civile. On doit continuer de plaidoyer avec des ministres de la communication. Je me plains parce qu'on n'a pas fait ça avec Patrick Mouyaya, plaider pour les conditions de nos consoeurs qui sont dans des médias privés. Là, je le reconnais, on ne l'a pas fait. On était plus dans d'autres thématiques, mais je pense qu'on va tenir compte de ça. Pour le nouveau ministre de la communication qui viendra, nous allons travailler avec les autres organisations de défense des droits de journalistes pour voir comment est-ce que nous pouvons amplifier notre plaidoyer sur les conditions de travail des journalistes, surtout particulièrement des femmes. Donc, lorsque les femmes travaillent dans des conditions difficiles, la rédaction, pour aller dans un reportage, on ne lui donne aucun moyen pour se déplacer. Mais dites-moi, quelle est l'information que la personne doit apporter? Elle rencontrera beaucoup d'obstacles sur terrain? Il y en a. Tel pays, telle presse. En RDC, l'absence de subventions garde le secteur dans une paupérité intenable et cela se manifeste par la désorganisation du secteur, l'absence de contrats de travail, les promotions canapés, mais surtout la corruption morale dite coupage. En tant que femme de la presse, nous ne sommes pas bien rémunérés en tant que journalistes. Aujourd'hui, il faut le dire, quand moi j'étais venue à la presse, on me disait qu'un journaliste, on ne le paye pas. Un journaliste vit des coupages. Et cela est ancré dans les têtes des patrons des médias. Quand il engage un journaliste, dans sa tête, il dit que je ne veux pas le payer, il va vivre de coupage. Alors, si je ne suis pas payé, je dois carrément vivre de coupage. Alors, je dois toujours flatter. Tu vois qu'aujourd'hui, on n'a plus la véracité de l'information. Je ne peux plus traiter une information en tant que vrai journaliste. Je deviens maintenant communicateur. Quand je suis invité chez quelqu'un qui m'a invité dans son activité et qui m'a payé en $300, je vais seulement le glorifier, voilà, je vais faire la communication au lieu de faire vraiment le journalisme. En tout cas, je demanderai au gouvernement congolais de voir vraiment cette situation des journalistes qui vivent que dans des coupages. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas la vraie information dans nos télévisions. On a plus de communicateurs que des journalistes. Aux DG, aux promoteurs de télévision, aux boss de télévision de vraiment revoir cela. Je pense que la télé, venir faire uniquement une publicité à la télé, on te demande quand même une somme qui peut permettre de payer 2 employés ou 3. Alors si on peut revoir cela, parce que franchement, on n'en parle pas, hein. Très souvent, on n'a pas l'occasion d'en parler, mais moi, je saisis cette occasion pour dire qu'il faut vraiment qu'on puisse revoir et les contrats et les salaires de journalistes. Vous savez, les métiers de journaliste, c'est d'abord un métier de la passion. J'ai toujours dit aux femmes que je forme partout en province que pour faire le journalisme, il faut d'abord avoir la passion du métier. Si vous n'avez pas la passion de ces métiers, vous allez abandonner. Parce que les journalistes, la plupart des journalistes congolais travaillent dans des conditions de précarité. Les journalistes n'ont pas de contrat de salaire, surtout dans les médias privés. Ils ne vivent que de ça. Et il y a des chefs qui disent aux journalistes qui viennent chercher travail, ils disent, je ne t'engage pas, tu es collaborateur, tu es correspondant, mais je ne te paye pas, c'est à toi d'aller chercher l'argent sur le terrain.
Et qu'est-ce que le journaliste va faire? Il est obligé, il fait la presse de la main tendue. Moi, je n'aime pas appeler ça coupage, c'est la presse de la main tendue. Mais il y a de journalistes consciencieux qui disent non, ça c'est mon métier de la vie. C'est ma passion d'informer. Je vais aller avec ou sans moyens, je vais travailler. C'est comme ça que nous-mêmes, les journalistes, d'abord pour la collecte des informations, nous avons créé un blocage nous-mêmes. Parce qu'on monnaie tellement l'information, on vous appelle quelque part, maman journaliste, il y a des journaliste à aucun déconnate. Tout est fait maintenant en calcul parce que le journaliste congolais travaille dans des conditions de précarité. Je crois qu'il y a une époque, il y a un ministre qui voulait mener un plaidoyer pour qu'il y ait des contrats de salaire pour des journalistes dans chaque média. Mais ça allait être catastrophique. Déjà, les patrons des médias aussi menaçaient de renvoyer des journalistes parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer les journalistes. Donc, il y a aussi un problème économique. Bon, les patrons des presses nous disent qu'est-ce que nous avons comme rendement. Les journalistes nous donnent quel rendement. Mais non, ce n'est pas un problème de journaliste. Le journaliste te donne le contenu de ce que tu veux. C'est à toi de t'organiser dans ton service de marketing, d'avoir beaucoup plus de publicité, d'avoir beaucoup plus de subventions pour pouvoir payer le journaliste. Et le journaliste fait son travail, il remplit son devoir. Mais l'absence de subventions est un grand problème pour l'épanouissement du journalisme en République démocratique du Congo, alors que les textes les stipulent, mais ça ne suit pas. Une fois, nous avions posé la question à la mère Mende, parce qu'elle était longtemps ministre de la Communication, et si on sucrait ce ministère un peu comme en France et tout ça à un moment à l'époque, n'est-ce pas, ici on le sucrait. Il nous a dit non, on n'a pas à supprimer ce ministère tant que l'État accorde des subventions aux médias, parce qu'il appartient à l'État de faire le suivi de cet argent. Mais malheureusement, cet argent, c'est finalement l'affaire de la poche de la tutelle. Quelquefois, on a donné quelques subventions aux patrons des médias. Oui, ce sont des médias privés, commerciaux, nous pouvons comprendre, mais il s'est posé un problème de gestion parce qu'on est au Congo, c'est le contexte congolais. Quand les patrons ont obtenu cette subvention, ils ont mis dans leur poche, l'affaire s'est arrêtée là. Et on a pensé qu'avec tous les plaidoyers, les lobbying qu'on continuait à mener, les choses allaient se passer différemment parce que maintenant, avec Félix Tshisekedi, c'est l'état de droit et les médias sont les thermomètres de cet état de droit. Mais comment on serait un thermomètre si on n'a pas des moyens pour fonctionner, si on doit recourir qu'au coupage? Parce que le coupage, effectivement, que l'on le veuille ou pas, ça peut aliéner quelque part, ça peut limiter la liberté de quelqu'un, même si l'éducation de certaines personnes qui feraient exception les pousserait à se comporter différemment, à privilégier l'information. Mais on se sent lié quelque part, même moralement, parce que jusqu'où la corruption peut aller. Pourquoi peut-être au lieu de 10 $, on donnera à une femme 100 $? Peut-être que les gars est fan, oui, mais c'est aussi une façon d'être corrompu parce que il me le donne en tant que fan, donc du coup je ne peux pas trop titiller parce que c'est quelqu'un qui a peut-être un faible pour moi et moi ça me fait du bien, ça me regaillardit de savoir que lui il fait partie de mes fans. Ok, je le prends comme ça, comme fan. Du coup je peux adoucir et tout. Alors là où aussi on m'a payé, plus le coupage est intéressant, plus ça conditionne quand même les gens et ça nous rattrape effectivement. On est de la confrérie, on voit comment les choses se passent. Aujourd'hui, on a de moins en moins des journalistes qui peuvent parler de tout le monde à la fois. On a de moins en moins des journalistes, y compris les femmes, qui peuvent équilibrer l'info. On reste, la balance pend d'un côté parce que tel avait payé. Et quand bien même celui-là qui a payé aurait accusé l'autre, alors que le métier n'exige de rétablir l'équilibre. Non, mais je le limite à lui parce que lui avait payé. Et si l'autre va dire, mais non, il me faut un droit de réponse, alors que c'est un droit, on lui dit non, lui il avait payé autant, toi tu payes autant. Alors que tout ça, normalement, c'est pas professionnel, mais on tombe dedans justement parce qu'on doit vivre. Parce que si l'homme, lui, a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, mais un peu aussi les divers, parce que les hommes sont aussi trop dans des maquis, des débits de boissons et tout ça. Et ça, c'est un peu le côté masculin. La femme, elle, a besoin d'un peu plus de moyens que l'homme pour
paraître. Passez-moi le mot, parce que en tant que journaliste, tu ne vas pas te présenter chaque jour avec la même tenue, avec la même coiffure, les mêmes chaussures. Tu ne vas pas traverser Kinshasa à pied tout le temps. Tu as besoin quand même d'avoir un certain minimum pour garder un peu cet effet magique de la télé. La télé est quand même magique, n'est-ce pas? On ne va pas voir celle qu'on admire là, venir acheter un pain de 100 francs ou quémander. Non, elle doit quand même avoir un certain minimum et ça se nous rattrape. En tout cas, je me suis renseignée dans d'autres pays, dans d'autres nations, sur d'autres cieux. Ce métier est très très bien respecté. Mais ici, au Congo, on est parmi les personnes qu'on délaisse, qu'on néglige, qu'on ne donne pas de la valeur. On a des contrats médiocres, on a des salaires médiocres qui ne nous permettent pas de payer notre loyer, qui ne nous permettent pas d'acheter une voiture, qui ne permettent pas d'assurer même le transport. Raison pour laquelle d'autres femmes préfèrent avoir deux, trois hommes, avoir des pratiques un peu pas bien, à cause du fait qu'elle doit bien s'habiller, elle doit être en bon état. C'est ça aussi. Je ne suis pas en train d'encourager, mais c'est parmi l'une des raisons qui poussent et les femmes et les hommes dans ce monde, dans ce métier journalistique, de faire certaines bêtises. Nos contrats sont tellement médiocres qu'on ne sait pas, avec un salaire d'un journaliste, tu ne sais pas payer la maison. Tu ne sais pas, si tu as des enfants, prendre en charge la maison de tes enfants et tout, tu ne sais pas faire ça. Le contrat que nous signons, que ce soit privé ou bien que ce soit, je ne sais pas, dans tous les cas, c'est toujours médiocre. Parce qu'on va te dire, si tu refuses, une autre personne va venir le signer. Et en plus de ça, les personnes qui nous font signer et qui nous payent, ils pensent que c'est le fait de passer à la télé, c'est ça qui fait en sorte que nous puissions venir à la télé. Pourtant, ce n'est pas ça. Nous venons parce que c'est un métier que nous aimons, nous avons étudié pour ça. C'est comme être docteur, c'est comme être musicien, c'est comme être cuisinier, c'est pareil que nous. On a étudié, on est venu pour exercer notre métier. Mais on ne nous prend pas au sérieux, on nous fait signer de contrats très médiocres avec des salaires très médiocres, dans des conditions très très compliquées. On ne sait pas bien travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On choisit d'autres routes qui ne sont même pas appropriées, qui ne sont pas bonnes. C'est ça qui nous emmène à être mal vus au vu de tous. Ça devient compliqué quand une fille est exposée face à cette réalité. Elle préfère mieux aller à autre chose, peut-être vendre au marché, je vends mes beignets, je suis peut-être dans mon commerce. C'est plus mieux en fait. Au lieu d'être visible, qu'on n'est pas payé, alors on est obligé de sortir avec des gens pour je peux dire ça, pour là bien, il faut que je sorte avec quelqu'un alors que moi je travaille. C'est parce que je ne suis pas payé, je ne suis pas bien payé. Je suis obligée de sortir avec ces gens pour qu'ils me redonnent l'argent et que moi je fais genre, je travaille, je m'habille bien, alors qu'en réalité on sait qu'on n'est pas payé. Quand les jeunes filles font face à cette réalité, elles préfèrent mieux passer à autre chose que de rester journaliste. On ne va pas forcément se dévergonder parce que les médias starisent. Le journaliste, la journaliste est celle qui est au contact avec pratiquement tout le monde, des fous comme des intellos, des savants et tout. Alors, sur ce passage-là, nous rencontrons aussi ceux qui peuvent vous habiller, c'est tout ça aussi, pour garder cette magie. Il y a ceux qui peuvent habiller les professionnels des médias, ceux qui peuvent même les nourrir. Ils font objet, ils sont sujets de beaucoup de cadeaux, de beaucoup d'attention. Il y a ceux qui offrent aux journalistes, il y a ceux qui s'identifient aux journalistes, qui voudraient que ce journaliste s'habille comme lui aurait souhaité que les femmes s'habillent et qui choisit un journaliste comme son mannequin, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que chaque fois que vous voyez une journaliste propre, c'est pas forcément des fringues qui lui reviennent, hein? N'est-ce pas? Donc, c'est aussi tout ça, cet effet de magie de la télé. Donc, on peut l'habiller, tout comme on peut aussi le nourrir de temps en temps, question qu'il soit bien et qu'il continue à faire le travail. Donc, les journalistes sont sujets de ces faveurs-là. C'est ça le bon côté, et qui ne va pas forcément pousser la journaliste à se dévergonder. C'est ça quand même trop rétrécir le champ du dévergondage. On est peut-être dans des contextes où les journalistes se payent à beaucoup de choses seuls, alors qu'ailleurs, il est pris en charge vraiment de la bonne des façons, parce que le journaliste finalement se fait une marque
lui, en starisant les autres, se retrouve aussi starisé soi-même, n'est-ce pas? Je n'aime pas en fait cette corrélation entre une journaliste mal payée, mais qui doit forcément être entretenue. On est mal payé déjà, je demanderais à ces femmes qui, lorsqu'elles n'ont pas un contrat qui tient la route, de se sentir libres de démissionner. Je veux dire, même un mariage, on peut le casser quand ça ne marche pas. Alors vous imaginez un contrat de travail qui n'en est pas un et qui ne permet pas aux journalistes de vivre de son métier. Premier des conseils, il faut démissionner. Si on veut rester, c'est parce qu'on a des objectifs à atteindre. Et pour que ces objectifs poursuivis soient réellement atteignables, il faut se donner les moyens de sa politique. Et sa politique, c'est développer une activité parallèle, c'est avoir un contrat autre et voilà. C'est vraiment regrettable. Demander à la personne de se débrouiller, là elle va faire son reportage, qu'on lui passe quelque chose. Donc c'est pas vraiment sérieux et je pense que le gouvernement devrait faire un effort pour regarder de ce côté-là. À chaque homme, ses démons et à chaque métier, ses tares. La presse n'en est pas non plus épargnée, car le stress, la précarité, les fréquentations de tous bords et le risque couru poussent certains journalistes à vivre une vie déréglée ou du moins à chercher des sensations fortes afin d'oublier le train-train quotidien, mais surtout les soucis d'ordre financier. Mais vous savez, tout ce que l'homme fait de vicieux, il a tendance à les maquiller pour que les vices deviennent des principes de vie. En tout cas, dans ce jargon, on parle de 3B, mais c'est une trouvaille ingénieuse de l'homme pour expliquer ce qu'il fait et qui normalement ne devait pas être apprécié par la société. Ça, l'homme l'a mise sur la table pour expliquer justement son côté imbécile, son côté bestial, son côté libidinal, n'est-ce pas? Mais ces 3B, encore chez l'homme, on peut encore l'expliquer par rapport à notre société. Ah oui, c'est un homme. Même si nous, on ne l'accepte pas comme ça. Mais maintenant, quand ça vient chez la femme, ça devient pire. Et il est difficile à une femme journaliste d'assumer ces 3B, même si elle est dedans, n'est-ce pas? Elle ne le crierait pas, contrairement à l'homme qui pense que c'est comme ça dans le métier. Et donc, c'est pour dire que quand les journalistes, maintenant, le dénominateur commun dans ces B-là, c'est que là où les journalistes se retrouvent pour boire, mais c'est aussi une façon d'accéder à l'information que la société ne voit pas forcément. Donc, le journaliste lui-même est source d'information. Mais pour être source d'information, il faut être sur le terrain. Il faut avoir vécu des choses. Parce que si le journaliste souffre aussi de certaines limites, de certains accès, on sait qu'elle est journaliste. Et donc, quand elle est là, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Elle peut voir et dénoncer. Alors, il faut à un moment aussi l'immersion. Donc, quand le journaliste vient peut-être boire au milieu des amis ou au milieu des confrères, la société devrait faire l'effort de se surpasser pour comprendre que lors de ces conversations, eh bien, il y a des choses qui peuvent ressortir, il y a des contacts qui peuvent être noués, il y a la toile d'araignée qui peut s'agrandir, il y a même des angles qui peuvent être éclatés parce qu'il y a même des appels in situ pour demander « Ah, mais Boaz, on vient de prendre ceci, est-ce que… Ah, ok, donc ces faits-là risquent de se confirmer. » Et c'est comme ça qu'on verra pour ceux qui sont de la presse écrite. Par exemple, déjà, le matin, lorsque vous vous réveillez, il y a déjà un avant-papier dans ce sens-là. On s'est dit, mais c'est quand même, ils sont sorciers ou comment? Comment est-ce qu'ils ont été mis au parfum? C'est justement l'effet de boire là ensemble et parfois aussi de manger ou de papoter qui fait que vous puissiez accéder à certains contacts. Donc ça, c'est quand même un fait positif. Si vous avez dans votre rédaction des journalistes qui n'ont pas des contacts comme ça des terrains, vous risquerez d'être à la traîne par rapport à l'accès à l'information. Donc, par rapport à la profession, ça peut jouer. Mais maintenant, quand tu as baisé, personne ne l'assume. Certains hommes disent, ok, parce qu'on travaille beaucoup, on peut passer par là. Mais ça, les femmes ne l'assumeront jamais.
jamais à haute voix, même si on sait que nombreuses passent par là. À un moment, on disait qu'on n'accédait pas à notre métier sans passer par le canapé des chefs. C'est quand même quelque chose qui avait terni l'image du journalisme congolais, chose qui n'était pas strictement fausse. Parce qu'il y a eu juste des exceptions, mais en majorité, nombreuses sont passées par là. Malheureusement, or, plus des générations avancent, on se rend compte qu'il y a une certaine ouverture de plus en plus. Aujourd'hui, une journaliste peut décider de créer son média web. Elle est patronne. Aujourd'hui, une journaliste peut décider de créer sa chaîne YouTube, de faire son média social et s'en sortir. Et du coup, ça a atténué, ça a amoindri ce côté-là. Et puis, Dieu merci quand même, beaucoup de patrons qu'on connaissait jouer à ce type de pratiques ne sont presque plus là. Il y a un peu plus d'ouverture, mais malheureusement, ce sont peut-être les femmes elles-mêmes qui vont vers, parce que justement, elles ont peut-être loupé l'essentiel à l'école. La plupart des filles qui ont été des stars à la télé, il faut dire la vérité, hein, en vrai, dans les coulisses, elles sont déjà sorties avec leurs patrons. Pour que tu deviennes une star à la télé à Kinshasa, ça c'est vrai, il faut que tu sois la concubine de ton patron, pour qu'il te donne quand même des opportunités, qui te laisse des espaces à la télé, qui te donne un bon programme, le journal des 19h, la matinale, le descente sur terrain, les opportunités avec les hommes politiques. Il faut que tu sois sa copine pour qu'il mieux te contrôler, pour qu'il te contrôle mieux et que tu les sécurises en même temps, tu vois. Bien évidemment, ça se passe comme ça, mais seulement tout dépend de la base que tu as, de l'éducation, de la confiance que tu as toi-même et tout. Moi, je dis toujours aux filles ou aux femmes qui viennent travailler avec moi dans ma chaîne Demeure officielle ou dans DAB Production, qui est notre structure de production d'émissions, où je travaille avec 2 hommes. D'ailleurs, je suis la seule femme de l'équipe. Il y a Thierry Momba et Bev officiel. Je dis toujours à ces femmes qui nous côtoient que faudrait d'abord savoir ce que tu veux et c'est que tu veux. Savoir ce que tu veux n'est pas suffisant, mais ce que tu veux, c'est le plus important. Parce que tu peux arriver quelque part, tu sens que c'est avantageux pour toi, mais les conditions présentées ne t'aident pas à supprimer tes valeurs pour aller dans ce sens. Alors, c'est en ce moment-là que ce que tu veux va prendre le dessus et tu pourras dire non à toute proposition malsaine. On peut en même temps rester femme et en même temps rester professionnelle, mais souvent, l'homme cherche, comme surtout pour les journalistes politiques, comme la scène politique, la reine politique est dominée par les hommes, et donc les acteurs politiques qu'on rencontre, ils cherchent toujours à exploiter ces côtés-là. Et bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des consoeurs qui soient faibles, qui oublient, qui baissent la garde et qui se laissent piéger par ça. Et malheureusement, je crois que ça arrive souvent parce que on se sent un peu flatté, on baisse la garde et on est être humain, hein, donc on peut tomber. Mais je ne pense pas que ce soit exclusivement des problèmes rencontrés par les femmes, parce qu'aujourd'hui, la société étant ce qu'elle est, il y a de plus en plus aussi des femmes qui ont le pouvoir, et donc même les hommes journalistes qui rencontrent des femmes dans l'arène politique ou qui ont le pouvoir pour des raisons professionnelles doivent être également confrontés à ce genre de problèmes. Dans ce monde, les femmes journalistes, surtout en RDC, ils sont déjà considérées un peu faibles, légères. On s'est dit qu'ils auront forcément le travail par le sexe, par ceci. Mais au contraire, c'est pas ça. Pour ceux qui se battent vraiment, parce qu'il y a toujours de ceux qui prennent ça par le sexe, mais il y a d'autres qui se mettent vraiment à l'idée d'être focus. Ils sont là, ils travaillent durement et au final, leurs efforts sont toujours récompensés et ils s'en sortent, c'est un peu ça. D'après moi, lorsqu'on passe dans ces points-là, des sélections pour devenir, pour occuper un poste, quel que soit, donc déjà, on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Parce que moi, je me suis amenée ici pour apprendre. Premièrement, je ne vais pas viser à ce que j'aurai comme pourcentage, mais je vais d'abord viser le mental. Parce que IFASIC, déjà, c'est pour peu d'années. Donc, je serai dans les terrains. Qu'est-ce que je vais présenter de l'IFASIC? Premièrement, moi, je ne trouve pas ça important. Je dois d'abord apprendre et mériter. Tu vois?
quelque chose que tu mérites, tu es fier de le parler. Et quelque chose que tu ne mérites pas, même toi-même, quand tu t'aimais, tu auras toujours des regrets. Et donc, le seul conseil que moi je donnerais, parce que c'est ce que moi j'ai appliqué, quand je suis arrivée à la télévision, encore étudiante, parce que j'avais profité d'un concours de recrutement des vitrines qui avait été organisé. J'étais encore en 2e année de graduat et donc j'ai été frappée par l'environnement qui existait avec les collègues hommes, etc. Et cette tendance, bon, parce que c'est une femme, on cherche, etc. Et donc moi, ce que j'avais appliqué, j'ai dit, bon, c'est vrai, les rencontres, on peut les faire partout, même dans les milieux professionnels. Mais moi, je suis venue ici pour commencer ma carrière et donc je n'ai pas envie de me laisser distraire par quoi que ce soit. Et donc j'ai mis les limites nécessaires pour me protéger et protéger ma carrière professionnelle. Et donc parfois, on peut avoir une faiblesse, céder et sans nécessairement que ça n'aboutisse à une relation solide. Et donc, on va tenter comme ça plusieurs expériences et puis on va être catalogué. Après, le phénomène canapé, ça existe dans tous les domaines de la vie, hein, faudrait qu'on se le dise. Partout, ça existe. Et même sur Internet, malheureusement, oui, ça existe réellement. Parce que le temps d'avoir une chaîne, qu'on pose une caméra devant toi, qu'on te donne peut-être des invités si tu n'as pas encore un carnet d'adresses, certains responsables de chaînes en profitent, comme dans tout autre domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faudrait juste avoir confiance en soi-même, à son intellect et surtout avoir beaucoup de personnalité pour réussir à s'en sortir dans ce milieu rempli d'antivaleurs, d'abus, de tout genre. Dans la proportion de ce que j'ai vécu, on est dans les 80/20. C'est-à-dire 80% des femmes des réseaux sociaux se retrouvent livrées à cela et 20% ne sont pas dans ça. Parce que déjà, je tiens à vous informer que pour ceux qui ne le savent pas, sur Internet, on doit attirer. Mais on attire comment? On est prêt à tout pour briller au fait, pour se faire connaître. Il y en a qui insultent, il y en a qui clashent, il y en a qui se livrent en montrant leurs biens matériels. Et c'est ce qui pousse d'autres femmes à se livrer à n'importe quoi pour pouvoir aussi impressionner. Très peu de femmes sont capables de sortir, comme moi par exemple, quand j'ai commencé sur Internet, j'avais les cheveux rasés. Tout le monde disait que je manquais de quoi m'acheter des perruques. Pourtant, j'avais un partenaire qui faisait dans les perruques, au fait. Mais je n'en mettais pas. Pour des raisons de santé, je n'en mettais pas en ce moment-là. Après, je ne fais que faire des tresses comme ça, les rastas. Dans la plupart des cas, on me voit avec ces tresses. On m'insulte encore jusqu'à aujourd'hui sur Internet, disant que je n'ai pas de quoi me payer, n'est-ce pas, des mèches, comme toutes ces femmes qui se pavanent sur Internet à mettre des mèches coûteuses. Pourtant, c'est un choix que j'ai fait. Déjà, ça me coûte moins cher. Et deuxièmement, je me sens plus à l'aise comme ça. La tête est un peu aérée. Mais les femmes savent que si tu veux qu'on sente que tu es dans les tendances, que tu es bien, tu dois avoir une voiture, tu dois être bien fringué, tu dois mettre des tenues de marque. Moi, personne ne connaîtra le nom de ma chemise de toute façon. Mais elles veulent mettre un truc qui a un nom, qui est imposant et tout. Et du coup, quand tu n'as pas suffisamment de moyens pour ça, qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes à toute tentation. Ça ne peut pas forcément être ton boss de la chaîne, mais ça peut être les gens de l'extérieur qui te regardent. Un vieux qui te suit en ligne, un monsieur que tu croises sur un chemin. C'est-à-dire, tu te prêtes à n'importe quoi pour pouvoir avoir des sous, pour pouvoir briller sur les réseaux sociaux. Il y en a qui font même des crédits, qui prennent des crédits, qui s'endettent et tout ça, mais qui cumulent juste pour exister. C'est tendance maintenant, hein, tout le monde veut filmer sa maison sur Internet, qu'on voit qu'elle vit dans une bonne condition. Pourtant, autrefois, une fille de 20 ans ne peut pas se permettre de filmer son toit. Tu es censé être chez tes parents si tu n'es pas marié. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tendance. Tu dois vivre bien, tu as une voiture, tu as ci, tu as ça. Mais tu fais quoi concrètement? On peut constater que ce que tu nous présentes est disproportionné avec ce que tu es censé gagner réellement. Mais comment faire pour s'en sortir? Il faut être dans les 20%. La plupart na bango monaka ba publier bango déjà mitakala. Baza déjà mitakalisé. Net na bi youtubeurs moko balongola e awa na Congo. Ba ke fêter anniversaire na bateau. Na Dubaï, ba fêter anniversaire na bateau, na producteur. Et aussi producteur atala qui est kuntite. Producteur atala qui est kunti yango afuteli ye billet mimi ekuna. Donc on a vraiment na ko linga na bala youtubeuse. Moi, j'ai eu de la chance, je suis arrivée dans ce métier, j'étais déjà en couple et j'ai déjà ma fille.
même si je ne suis pas encore officiellement mariée, mais je suis dans une relation quand même. Alors, dans ce métier, soit ton partenaire n'arrivera pas à gérer toutes les propositions que tu auras, toutes ces personnes qui te font des avances, c'est tous les jours qu'on t'appelle. Même quand tu as une alliance, ça n'a pas d'assurance. C'est pas une assurance. Parce que même avec cette grosse bague, il y a quand même un homme qui viendra vers toi pour te faire la cour, te faire des propositions indécentes. Il y a des femmes mariées qui se livrent à ça, qui facilement cèdent. Mais ce n'est pas encore connu, ce n'est pas encore revu au-dessus de tous. Mais ceux qui ne sont pas encore en couple ont soit la facilité de se trouver un partenaire, soit la difficulté de trouver un partenaire sérieux. Comme la personne qui te fait la cour te voit sous l'effet des projecteurs, il se dit qu'il y a beaucoup d'autres hommes qui te courent après, il ne te prend pas pour te garder pour lui parce qu'il se dit que forcément il y a d'autres relations et tout. Et il y a d'autres qui viennent, mais avec un intérêt bien particulier, juste sortir avec toi et puis te lâcher. Donc savoir qui est le vrai ou qui est la bonne personne pour toi, c'est de plus en plus compliqué. Surtout, tout dépend de ce que toi tu renvoies comme image. Je vais vous raconter une anecdote. Moi par exemple, à chaque fois qu'on me faisait la cour, ces hommes disaient, parce que je suis vraiment sur Internet, mais je suis dans tous les buzz des réseaux sociaux, les Fali, les belles vues, tous les buzz des réseaux sociaux, les gays maouettes, je suis vraiment à fond dans ça. Alors, ceux qui me faisaient la cour me disaient un truc. Ouais, tu me plais bien et tout, j'aime le fait que tu es intelligente, etc., etc. Mais surtout, je sais que tu seras une bonne mère pour mes enfants, tu vas leur donner une bonne éducation parce que tu t'exprimes bien en français, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me prendra pour une maîtresse d'école à la maison. Je ne serai pas seulement là pour éduquer les enfants. J'ai besoin que quelqu'un me voie autrement. En fait, c'était la seule chose qui revenait à la surface, que je serais une bonne mère parce que je parle bien, je suis intelligente, que je serais une très bonne femme. Or, nuance. Généralement, les femmes très intelligentes ont un problème aussi dans le mariage. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas des femmes avec un certain niveau de quotient intellectuel, au fait. Qui vous dit qu'on n'aura pas de problème par la suite? C'est d'abord cette image-là que les gens ont de moi. Et toutes ces propositions viennent avec vraiment des choses alléchantes. Tu te dis, mais tu regardes ton partenaire à un moment donné, s'il n'est pas suffisamment équilibré, si tu ne l'avais pas eu vraiment comme l'homme avec qui tu projettes un futur, tu peux facilement le lâcher pour aller dans l'autre sens. Donc on est tous tentés dans ça, mais on est exposé aussi à beaucoup de pervers narcissiques, il faudrait qu'on se le dise. Il y a des hommes qui sont vraiment là très mal intentionnés et tu peux le reconnaître. Donc il faudrait juste savoir pourquoi tu t'embarques. Ce n'était pas imaginable à notre époque, évidemment. On n'avait pas même pas les téléphones portables et on n'avait pas Internet non plus. Ce qui fait que le monde a beaucoup évolué d'une certaine manière. Et maintenant aussi, tout le monde essaie de faire quelque chose. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de monde que maintenant, on se bouscule un peu dans le travail. Donc, je comprends que les dames cherchent à travailler et ne trouvent pas autre chose que de travailler, par exemple, avoir dans les réseaux sociaux, faire quelque chose. Donc, bon, j'en regarde quelques-unes. Il y en a des bonnes, il y a des très bonnes et il y a des moins bonnes. On dit en français qu'il faut de tout pour faire un monde. Avec l'arrivée de la monétisation de certaines plateformes, les utilisatrices des réseaux sociaux se préoccupent à présent de produire du contenu non pas strictement instructif, mais plutôt adapté aux différentes cibles afin d'engranger un maximum de vues et de se faire beaucoup de dividendes. Quand on lance une fausse information, c'est ce qui attire plus de vues sur YouTube et vous gagnez plus d'argent. C'est ça qui appelle aussi, parce que moi, je suis aussi une YouTubeuse à un moment, parce que aussi, je fais aussi des émissions YouTube, mais je peux dire que c'est le manque de professionnalisme. On n'est pas obligé de traiter une information, de diviser telle qu'elle est pour attirer un peu plus d'attention des spectateurs. Donc voilà un peu ce que ça donne. Pour essayer d'exister dans un milieu où les gens sont plus intéressés par les buzz, par les scandales qu'autre chose. C'était pour moi très compliqué, surtout d'imposer un contenu réfléchi. J'ai été butée à tout ça. Parce que moi, je voulais faire aller dans le sens de conseil, dans les sensibilisations, quelque chose de vraiment très réfléchi, très structuré. Mais c'est les buzz qui cartonnent le plus. Ce n'est que comme ça que tu peux briller. Mais j'ai commencé quand même à m'en sortir grâce aux analyses que je faisais, ramener un peu les choses de manière un peu plus structurée, un peu plus intellectuelle, un peu plus réfléchie, très approfondie comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu me démarquer. Surtout que sur Internet, à la base, c'était les choses en lingala. Moi, j'ai voulu ramener les choses un peu en français. Beaucoup se sont plaints, surtout la communauté. On a essayé de faire bilingue. Donc, voilà que j'ai pu m'en sortir. Ça va mieux maintenant.
Le distinguo entre les médias sociaux et les réseaux sociaux, c'est aussi là qu'il faut vraiment bien répartir les choses. Aujourd'hui, dans les médias sociaux, on sent un sérieux. On sent aujourd'hui quand Rachel Kitita, par exemple, fait son tweet, les gens peuvent relayer facilement parce qu'ils ont compris que Rachel a beaucoup travaillé sur sa spontanéité. Hier, elle pouvait tweeter et puis être remise en cause. Alors, forte de toutes ces observations-là, aujourd'hui, elle est au four et au moulin. On se demande, est-ce que cette dame dort ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un homme derrière pour la contrôler et tout ça? Donc, elle est vraiment dans le libertinage, quoi. C'est quelqu'un en qui on fait foi parce qu'elle a beaucoup travaillé, c'est une dame de terrain. Mais maintenant, là où quand même les femmes elles-mêmes se sont mal engagées pour que la femme soit bien caricaturée, c'est lorsque dans les réseaux sociaux, surtout, leur contenu n'est que léger. Mais ceci dit, ces contenus légers, on a l'impression que c'est aussi ce que notre public aime. Parce qu'il y a tellement de vues, il y a tellement de partages. Mais au finish, ce n'est pas ça qui aide notre société à s'élever. Maintenant, la responsabilité du journaliste, et notamment ici de la femme, c'est de rétablir la véracité des faits. À Kinshasa, quand tu passes, on te parle d'une chroniqueuse, on voit les insultes, on voit les scandales, on voit les critiques vraiment qui penchent du côté fanatique. On voit des partis pris, on voit des camps. Pourtant, en soi, ce travail n'est pas fait pour ça, pas du tout. C'est elle, au fait, c'est aussi à partir d'elle, les youtubeuses et tout, c'est à cause d'elle qu'on nous généralise, au fait, parce qu'elle se comporte très, très mal. Je ne sais pas, personnellement, je connais aucune youtubeuse qui se comporte bien. Elles sont pro-musiciens, pro-politiciens, pro-pasteurs, un homme d'affaires qu'on dédicace chez les musiciens à cause de l'argent. Maintenant, ce métier-là, c'est seulement pour gagner de l'argent, seulement pour gagner de la popularité, de la notoriété, pour être, entre guillemets, une star. Et franchement, on déplore cela, parce qu'on nous mélange, on ne sait pas qui est journaliste, on ne sait pas qui est chroniqueur, chroniqueuse, qui est youtubeuse, on ne sait plus à Kinshasa. Au Congo, on ne sait plus. On nous mélange tous et ça nous rend vraiment un très mauvais service. Alors, je veux demander à toutes les youtubeuses de changer un peu ce côté-là. On peut bien être sur YouTube, faire des vidéos, faire des documentaires qui édifient, qui fait évoluer même le pays. Il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les critiques. Il y a beaucoup de choses derrière ce métier-là. J'ai un reproche à faire aussi. C'est que nous-mêmes, en tant que journalistes, enfin, oui, je me vois toujours journaliste, une fois qu'on l'est, on l'est toujours dedans. Nous avions, et c'est bizarre parce que je décriais cette affaire, je la dénonçais déjà il y a maintenant peut-être 10 ans, de dire que le net est un domaine que nous avons délibérément délaissé. Nous l'avons laissé à des non-journalistes, à des non-chroniqueurs, à des non-professionnels, et nous nous étonnons aujourd'hui du contenu que l'on peut voir qui pilule et qui sont devenus tellement viraux sur le net. C'était à nous de contrecarrer ça, mais ce n'est pas trop tard. C'est pour ça que j'invite aujourd'hui la presse traditionnelle, les médias traditionnels à investir aussi le net et le numérique. Après ce tour d'horizon, nous constatons qu'en dehors du fait des pesanteurs culturelles qui entretiennent les stéréotypes en cantonnant la femme dans une posture d'infériorité, la précarité, l'absence de contrat et de salaire exposent aujourd'hui la femme journaliste à beaucoup de vices, renforcent les mauvais préjugés à son égard et poussent beaucoup de jeunes filles à renoncer à leurs rêves de jeunesse. Que faire en tant que femme des médias pour rectifier le tir et percer dans ce secteur truffé d'adversité et de violences basées sur le sexe? Le journalisme en soi, c'est un métier très très noble. Dans d'autres pays, les journalistes sont très très bien valorisés. Et ce qui a fait en sorte qu'on puisse, ici au Congo, en Afrique précisément, qu'on puisse nous donner cette image-là, c'est à cause de nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simple. Renverser la donne dans le sens combien on doit se donner de la valeur sûre, de la valeur propre aux yeux de gens
qu'on arrête certaines vies qu'on a l'habitude de faire avec des musiciens. Je ne dis pas que traîner avec des musiciens est mauvais, mais à traîner et traîner. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes surtout qui traînent avec des musiciens. Il y a des vidéos qui sortent par-ci, par-là. Vous partez dans un endroit public, vous vous comportez d'une manière très, très légère et les gens voient. Donc, c'est à nous-mêmes de restaurer notre image par notre comportement. On a abîmé notre image par le comportement. Je crois que c'est aussi par le comportement qu'on doit restaurer notre image. Le métier de journaliste est un métier noble. C'est un métier qui ouvre en même temps la voie à différents horizons. Pourquoi? Parce qu'un journaliste est censé être le plus cultivé possible, le plus ouvert au monde possible et le plus réceptif aussi en termes d'information, en termes de culture, en termes d'approche, en termes de dimension, qu'elle soit spatiale, spirituelle, culturelle. Voilà, c'est un métier qui ouvre à tout. Donc forcément que j'aimerais inviter la jeune fille à rejoindre ce métier, d'autant plus qu'on est en permanence, surtout aujourd'hui, en train de s'informer et d'informer les autres pour permettre à une évolution rapide du monde et de différentes technologies. Donc, je les invite à ce métier, mais en y venant avec les valeurs les plus intrinsèques, ça veut dire avec de l'éthique, avec un professionnalisme, avec une formation continue, avec une curiosité dans le sens de la volonté de découvrir, avec un décloisonnement de l'esprit. Et j'aimerais inviter la jeune fille aujourd'hui à se spécialiser. Malheureusement, dans notre pays, la plupart des journalistes sont journalistes. Ils n'ont pas une expertise particulière. Et quand il y en a, comme maintenant de plus en plus, elle est beaucoup plus axée sur la politique et sur l'économie. Mais on aimerait tellement savoir qui étions-nous avant aujourd'hui. On veut donc avoir des historiens, avoir des géographes, comme ça on connaîtra les vraies frontières du Congo. On aimerait avoir des journalistes qui soient tournés sur la nutrition, qui soient tournés sur la force du vent pour pouvoir créer des éoliennes, sur les énergies renouvelables. On est premier producteur de tant de minerais stratégiques dont peu de Congolais sont capables d'en parler parce que personne ne fait d'études là-dessus. Et la jeune génération, je les invite à être pointus. Je pense aussi qu'il y a un travail d'éducation, de changement des paradigmes dans l'éducation donnée aux enfants. Je veux dire, dans notre société, on est garçon et fille, mais à la fille, on lui apprend à devenir femme. Au garçon, on ne lui apprend jamais à devenir homme. Hein. À la fille, à un certain âge, bon, vous jouez tous ensemble, garçon et fille, mais quand la fille commence à atteindre l'âge de la puberté, de l'adolescence, on la met un peu à côté, commence à lui susurrer à l'oreille, non, tu n'as plus le droit de jouer comme ça, une fille ne monte pas sur un arbre, une fille ne fait pas ça, on lui apprend les tâches ménagères dans la maison, les garçons, ils peuvent revenir de l'école, il vient s'affale dans son fauteuil, mais la fille dit, bah, il vient à la cuisine aider, etc. Alors que si on changeait de paradigme et qu'on commençait à éduquer aussi bien le garçon que la fille, tu reviens de l'école, il faut venir aider aussi aux tâches ménagères. Ça ne construirait pas ce que la société a construit. Il y a des différences, c'est vrai, entre les garçons et la fille. Il y a des différences par la nature des choses. Mais c'est l'éducation qu'on donne aux garçons et aux filles qui construisent le mental et qui fait que le garçon est plus aguerri pour affronter certaines difficultés de la vie, dans la compétition, parce que la profession, c'est aussi une compétition. Mais la fille, on lui a tellement inculqué, on lui a tellement mis des blocages, voilà, dans le mental, que quand elle veut faire quelque chose, elle s'arrête parce qu'on lui a dit « Ah non, une fille ne fait pas comme ça, une femme n'agit pas comme ça, etc. »